Bon. Faut qu'on parle. Mais pourquoi je suis venu à pied? Oh, bonjour. Vous l'attendiez? Voici la vidéo numéro 4 sur la chimie dans Dr Stone. Bon, où en étions-nous? Le monde a été pétrifié par un étrange rayon vert. Senku Ishigami, un lycéen surdoué des sciences, se réveille après plus de 3700 ans dans un monde où la nature avait repris ses droits. En cherchant à échapper à Tsukasa, un autre lycéen dépétrifié et extrêmement dangereux, Senku avait fait la rencontre de Kohaku, qui l'avait conduit à son village. Avec l'aide de Chrome, Kaseki ou encore la petite Suika, il avait réussi à se faire accepter par les villageois. Et même mieux que ça, à compter de ce jour, le jeune homme qui se trouve ici est le nouveau chef et protecteur du village Ishigami. et c'est exactement là qu'on en était avec cette fameuse question: comment ce village de quelques dizaines d'habitants peut-il porter le même nom que Senku? Est-ce un pur hasard? Suspense. Bon, pour bien comprendre, revenons quelques milliers d'années en arrière et faisons la rencontre de Byakuya, le père adoptif de Senku. Allez, tous ensemble, bonjour Byakuya! Bonjour? Allez, me laissez pas seul, s'il vous plaît. Byakuya est astronaute. Lors d'une de ses missions dans l'ISS, il fait la rencontre d'autres scientifiques et d'une chanteuse appelée Liliane. Bon, dans l'ensemble, j'ai rien à dire sur ce passage. En tout cas, rien qui ne me gêne scientifiquement. Byakuya boit grâce à une paille plongée dans une sorte de poche plastique, les liquides et les humains flottent, et dans l'ensemble, tout respecte l'apesanteur. En bref, Riichiro Inigaki, l'auteur du manga, est un véritable passionné de science, et ça se voit. Un jour qu'ils sont en plein repas, un des astronautes observe un truc bizarre par le hublot. Regardez! Regardez par le hublot! La Terre! Non mais vous imaginez l'horreur? Ces 6 personnes sont les derniers survivants de toute l'humanité, et ils sont à des centaines de kilomètres de la Terre! Les astronautes décident alors de retourner sur Terre pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, et de trouver une solution à ce terrible événement. Bon, on va pas se mentir, hein, si vous ou moi on était dans leur cas, on tiendrait max 2-3 jours. Déjà, réussir à allumer un feu sur un exploit, mais chasser, pêcher, savoir quel baie cueillir, voire même comment trouver de l'eau potable, ouais, en fait je pense que je tiendrais au maximum 30 secondes. Mais là, on n'est pas face à 6 personnes lambda. Ce sont des astronautes, des sortes d'humains améliorés, ils savent tout un peu mieux que nous. Regardez Thomas Pesquet, très intelligent, drôle, sportif, courageux, beau, musicien, qui mesure 1m84. Oui bon, il fallait quand même que je trouve un point commun. Donc les astronautes, ils se contenteraient pas de survivre seuls sur notre planète, ils pourraient vivre, se marier, faire des enfants. En bref, c'était vraiment les meilleurs êtres humains pour survivre dans ces conditions. Après, ils ont beau être améliorés, ils sont pas non plus immortels. Faute d'antibiotiques ou de toute autre sorte de médicaments, la maladie les emporte petit à petit. Étant bien conscients qu'ils disparaîtront tous les 6, les savoirs accumulés par l'humanité au cours de ces 6 derniers millénaires risquent de rapidement être oubliés par les générations qui suivront. Byakuya trouve alors une idée fabuleuse. Et fabuleuse, c'est le cas de le dire. Il décide de créer des contes dans lesquels il distille des informations scientifiques. Contes qui passeront de génération en génération jusqu'à Ruri, la prêtresse du village. Bon, on peut se dire qu'en 3700 ans, les informations auraient pu, voire même auraient dû se perdre. Quand on voit qu'il y a 3700 ans, la civilisation égyptienne était certes déjà en place, mais on est 500 ans avant les premières civilisations gréco-romaines, et surtout presque 4000 ans avant l'apparition de la perfection. Et est-ce qu'on se rappelle des histoires qu'on nous a racontées à cette époque? Impossible. Limite à cette époque, ce dont on se rappelle, c'est peut-être les mythes et les légendes, mais rien à voir avec Byakuya et ses contes. Attendez. Et oui, l'auteur avait aussi très bien vu sur ce point. Les mythes et les légendes peuvent se transmettre de bouche à oreille et par écrit, de génération en génération. Au travers de 100 contes, Byakuya avait donc distillé toutes les connaissances de l'ancien monde pour les transmettre aux générations futures. Et donc, si on revient à la question initiale... Comment ce village de quelques dizaines d'habitants peut-il porter le même nom que Senku? On peut en fait trouver notre réponse dans le dernier des 100 contes. Et cette 100e histoire, le dernier des 100 contes. Elle s'intitule Senku Ishigami.
Bon, voilà pour la parenthèse sur Byakuya. Mis à part pour l'ISS, pas grand chose à dire scientifiquement sur ce passage. Ah si, là, on voit l'ISS se désagréger en entrant dans l'atmosphère et former une pluie d'étoiles filantes colorées. Alors ça aussi, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Décidément, on en dit des trucs sur notre chaîne. Abonnez-vous. Dans notre deuxième vidéo sur Dr Stone, on montrait qu'en fonction de ce qui brûlait, on pouvait obtenir des couleurs différentes. Ici, ce qu'on voit sur la vidéo de Dr Stone, c'est peu ou prou la même chose. L'ISS contient plein de métaux qui vont nous brûler à différentes températures et montrer différentes couleurs. Bon, on est bien d'accord que dans la vraie vie, ça ressemblerait plutôt à ça. Ici, on voit les satellites de Starlink qui tombent sur Terre. On est donc ici face à des lumières blanches plutôt que multicolores, parce que finalement, tous les matériaux ne sont pas purs, mais amalgamés, et les couleurs se mélangent. Bon, mais pour la beauté de l'image, passons. Allez, retour au présent, surtout que l'armée de Tsukasa attaque. Quelques guerriers menés par un jeune homme très intelligent et extrêmement fort du nom de Yoga, un guerrier violent qui s'appelle Yoga, peut-être que le nom n'est pas très bien trouvé, Senku repousse une première attaque grâce à de la poudre à canon fabriquée dans les épisodes précédents. Mais cela ne suffira pas à éloigner définitivement les ennemis. Heureusement, chaque problème trouve une solution dans le cerveau surdéveloppé de Senku. Les villageois se mettent alors au travail, les fours se mettent en marche, mais le temps presse. Le vent commence à se lever, ce qui ne signifie qu'une seule chose, une tempête approche, empêchant Senku d'utiliser un de ses artifices. C'en est fini de notre héros. Quoi? Des sabres japonais? Sérieux? Un sabre japonais? Pourquoi ils disent pas un katana? Attends, ça donne quoi dans la version japonaise? Nihonto! Nihonto? Attendez 2 secondes. Bon, ok, j'imagine que c'est comme dans l'escrime française avec le fleuret, l'épée et le sabre. Le grand public appelle tout ça épée, mais chacune d'entre elles est différente. Bon, mais alors, comment est-ce qu'on fait pour faire un sabre japonais? Chauffez le four à 1200 degrés avec du charbon de pin. Une fois que les flammes sont violettes, c'est prêt. Bon, il chauffe à 1200 degrés, puis il attend que la flamme soit violette. Mais quand on regarde dans la littérature, on voit 2 choses. Déjà que l'acier fond autour des 1200 degrés et le fer autour des 1534 degrés, et d'autre part que la flamme violette indique 1600 degrés. Quand la flamme est violette, l'acier et le fer sont donc tous les deux parfaitement liquides. Allez, la suite. Prêt. Frappez bien le métal pour le débarrasser de toutes ses impuretés. Ensuite, il faut le plier, le remettre au feu et le taper à nouveau. Cette étape s'appelle forger. Plus on le fait, plus le métal se renforce. Ça aussi, c'est très intéressant. Dans l'acier brut, le carbone est réparti de manière très aléatoire dans le fer. Le fait de replier le matériau plusieurs fois permet donc d'homogénéiser le carbone. Allez, continuons. Le plus important, c'est la trempe à l'argile. Le côté tranchant devient de la martensite quand il est cuit à point. Bon là ici, petit point lexique, mais la martensite c'est une structure de l'acier en aiguille et donc très tranchante. Allez, continuons. Et la partie avec la couche d'argile dégage de la ferrite. Bon là ici pour finir, la ferrite c'est une structure de l'acier qui est plus fragile que la martensite, mais qui est aussi beaucoup plus souple. Elle permettra donc bien au sabre japonais de résister au choc. Et voilà, encore une fois, la science l'emporte sur la force. La victoire est totale. On peut dire que ce royaume est vraiment très au point. Hein? Vous l'auriez été encore plus si vous aviez remarqué que ce combat n'était qu'une simple diversion. C'était donc ça leur but depuis le départ. Merde, il y a le feu! Bon, heureusement, tout le monde réagit au quart de tour. Jasper, Turquoise, je n'ai pas besoin de protection. Allez sauver les enfants. Compris! Oui! Il faut mettre tout le monde à l'abri! Oui! Tous sur le pont! Vite! Oui! Réfugiez-vous dans le labo scientifique! Attendez, quoi? On est bien d'accord qu'un labo scientifique, c'est peut-être le pire endroit pour se cacher en cas d'incendie. Tout... Ah non. Je te fiche de moi. Bon, désolé, mais il y a un des spots qui vient littéralement de me lâcher. On aura donc un éclairage qui sera légèrement différent pour la suite de la vidéo. Bon, où est-ce qu'on en était? Ah oui. Tout, enfin presque tout dans un laboratoire de chimie peut littéralement brûler, exploser, créer des vapeurs toxiques, voire les 3 à la fois. Bon, reprenons l'histoire, mais passons vite les prochaines minutes. Les villageois firent donc leur habitation. Les guerriers de Tsukasa les poursuivent pour prendre des otages, Suika détourne leur attention vers un lac d'acide sulfurique, les vents emportent des gaz toxiques émanant du lac, Suika est sauvé par Senku et Kwaku, et les guerriers sont bien embêtés. Mais ce n'est que partie remise. Les soldats de l'armée de Tsukasa repartent certes dans leur village, mais ils ne tarderont pas à revenir en beaucoup plus grand nombre. Et ça, Senku il le sait bien. N'ayant plus d'acide nitrique lui permettant de dépétrifier les humains
ou de fabriquer de la poudre à canon, il décide de s'atteler à la conception de l'arme la plus puissante du monde. Tu parles quand même pas de la bombe nucléaire? Mais non! L'arme la plus puissante de l'histoire de l'humanité, c'est la technologie de communication. On va faire des téléphones portables. Ici même, dans ce monde de pierre. Téléphone? Portable? Il est fou ou quoi? Oui, un téléphone comme arme, de prime abord, ça peut paraître bizarre. Et pourtant, dans une bataille, la communication permet de prendre un coup d'avance sur l'adversaire. Allez, comme dans le cas des antibiotiques de l'épisode précédent, c'est parti pour un schéma bien élaboré. Ce ne sera certainement pas un téléphone intelligent, mais c'est déjà ça. On a bien réussi à fabriquer des sulfamides, même si c'était beaucoup de boulot. Ça a beau paraître inaccessible pour l'instant. Si on suit les règles, on atteindra notre but à 10 milliards %. C'est comme ça que fonctionne la science. Un téléphone, ça peut paraître très complexe comme appareil, et on est bien d'accord, ça l'est. Mais son principe de fonctionnement est finalement assez simple à comprendre. Petit disclaimer, vous allez voir pour la première fois un chimiste donner une explication de physique. Ceci n'est absolument pas à reproduire chez vous. Pour bien comprendre le fonctionnement du téléphone, on va commencer par répondre à une question. Comment se fait-il que vous m'entendiez? Votre voix fait vibrer l'air de manière très spécifique. Autrement dit, vous êtes une sorte de canon qui envoyait un boulet comprimé vers la personne qui vous parle. Et quand on regarde ce boulet de plus près, non, pas ce boulet, celui-là, on voit que l'air à l'intérieur n'est pas homogène. Il y a des endroits où il y a moins d'air, d'autres endroits où l'air est plus concentré. En gros, si vous imaginez un tout petit avion passer à l'intérieur, il tombera là où il n'y a pas d'air, remontera là où il y en a beaucoup. Et si vous n'aimez pas les turbulences en avion, vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Ce boulet inhomogène arrive aux oreilles du récepteur, et plus particulièrement à son tympan. Le tympan bougera donc lui aussi en fonction de la densité de l'air. Là où il y a beaucoup d'air, il sera fortement poussé, et là où l'air est moins dense, il reprendra sa place. Le tympan va donc littéralement faire son travail de tambour et vibrer au rythme de la voix envoyée. Bon, je vais pas entrer dans le détail de comment votre cerveau analyse tout ça. Déjà que je viens de faire de la physique, si en plus je dois faire de la biologie, je m'en sors plus. En tout cas, maintenant que vous avez compris pour la voix, le fonctionnement du téléphone sera beaucoup plus simple à comprendre. Vous envoyez votre boulet d'air vers le téléphone. Le micro du téléphone fonctionne comme un tympan et réceptionne les vibrations de votre voix. Ensuite, la vibration se transforme en signal électrique. Hein? Comment on transforme un son en électricité? Et vous avez fait quoi pendant votre enfance? Me dites pas qu'entre deux parties de billes, vous n'avez jamais frotté un ballon de baudruche sur vos cheveux pour les attirer par électricité statique. Vous voyez, vous avez littéralement transformé un simple mouvement en électricité. Là, dans notre cas, pour simplifier, dites-vous que c'est peu ou prou la même chose. Dans le téléphone, il y a une sorte de ballon de baudruche qui va transformer votre voix en un courant électrique spécifique. En gros, il a littéralement la signature de votre propre voix. Ce courant électrique est ensuite concentré autour d'une antenne et envoyé dans l'air jusqu'à atteindre une autre antenne plus loin. Puis on suit l'inverse du schéma précédent, électricité spécifique qui se transforme en vibration spécifique de l'air et qui atteint l'oreille du récepteur. Ok, ça en fait des infos. Pour résumer, votre voix fait vibrer l'air de manière spécifique, cet air entre dans le téléphone, se transforme en courant électrique spécifique grâce à une sorte de ballon de baudruche, puis le signal électrique est envoyé dans l'air, réceptionné par une antenne, puis retransformé en son et entendu par le récepteur. Maintenant qu'on a compris ça, le schéma de Senku sera beaucoup plus logique à comprendre. Pas facile, logique. Pour faire fonctionner le téléphone, il faut donc des fils électriques très fins pour conduire l'électricité, une batterie pour envoyer le courant depuis le micro jusqu'à l'antenne, le fameux ballon de baudruche, et on y reviendra, et 2 ou 3 autres trucs. Commençons par les fils électriques. Plus ils seront fins et homogènes, mieux ils conduiront l'électricité. Pour les fabriquer, Senku va donc utiliser de l'or, un matériau parfaitement conducteur, ainsi qu'une machine à barbe à papa. Les machines à barbe à papa sont très efficaces pour fabriquer des fils de sucre très fins et créer ce véritable nuage de dopamine pure. Senku et ses amis fabriquent donc la machine qu'ils font tourner grâce à un système d'engrenage relié à une roue à aube. Bon, et bien entendu, tout ça fonctionne parfaitement, n'oubliez pas qu'on est dans un manga. Attendez quoi? On est dans un manga? Non! C'est quoi ce bazar? Et en plus, pourquoi j'ai un airline dans les mains? Bon, quoi qu'il en soit, fil d'or obtenu. Ensuite, deuxième étape, la batterie. Senku plonge 2 barres de plomb dans de l'acide sulfurique, puis On envoie de l'électricité à l'intérieur et elle se stocke toute seule. C'est plutôt simple finalement, pas vrai? un peu d'électrochimie. En plongeant les barres de plomb dans de l'acide sulfurique, une première réaction chimique va se produire, la formation de sulfure de plomb aux abords des dites barres. Puis, en y faisant passer de l'électricité, on va entraîner une deuxième réaction chimique
au cours de laquelle le sulfure de plomb se changera en plomb en solution et en oxyde de plomb. On a donc maintenant du plomb et de l'oxyde de plomb baignant dans un bain d'acide. Et ça, c'est littéralement une batterie. Quoi, vous voyez pas comment? En fait, je vous ai pas tout dit. Re-suspense. L'oxyde de plomb et le plomb sont très instables en solution acide. Ils sont prêts à se retransformer en sulfure de plomb à tout moment. Il suffit alors de brancher des fils conducteurs sur les barres de plomb pour inverser la réaction et recréer du courant électrique. Et je vous l'accorde que de prime abord, se dire qu'une réaction chimique puisse créer un courant électrique, ça paraît complètement fou. Mais en même temps, quand on y réfléchit, on a l'habitude des réactions chimiques qui produisent de l'énergie. Vous connaissez déjà un bon nombre d'expériences qui moussent, qui chauffent, qui fument, bref, qui produisent des molécules, mais autre chose en plus. Et là, c'est pareil, il existe des réactions chimiques qui produisent de l'électricité. Ces réactions sont d'ailleurs très connues dans un domaine qu'on appelle l'électrochimie. Batterie obtenue. Ensuite, passons aux tubes à vide. Des tubes à vide? On en arrive au point où je commence à ne plus comprendre ce que vous fabriquez. Enfin, je connais deux noms, mais si quelqu'un me demandait à quoi servent exactement ces trucs, je ne serais pas en mesure de répondre. Ça propulse les électrons à haute température. Et ça permet de contrôler la direction du courant et de le rendre plus puissant. Dis-toi que c'est un engrenage du monde de l'électricité. C'est le cœur des téléphones portables. Bon, pour expliquer de manière très simplifiée, lorsqu'on fait passer un courant électrique dans un fil, le fil va chauffer. Ça, vous le savez déjà. En chauffant, le fil va être moins résistant et disons qu'il laisse s'échapper un peu de courant électrique, comme s'il perdait de l'électricité. Et plus il chauffe, plus il en perd. C'est là que le tube à vide prend tout son sens. Le tube à vide possède un fil entortillé lui permettant de chauffer très fort, ainsi que deux petites plaques. En faisant circuler le courant dans le fil, les électrons perdus vont se regrouper sur l'une des plaques. Puis, quand il y en a suffisamment, toute l'électricité accumulée va se déplacer d'un coup vers l'autre plaque, permettant ainsi de diriger le courant, mais surtout d'augmenter l'intensité de celui-ci. Voyez les tubes à vide comme des sortes d'entonnoirs, d'où l'électricité ressort hyper concentrée, et où elle est d'autant plus concentrée que le métal est chaud. Donc pour avoir un tube à vide très efficace, autant utiliser le métal le plus résistant à la chaleur, le tungstène. Un métal très particulier capable de briller en bleu sous la lumière UV. Grâce au tungstène, nos amis fabriquent donc des tubes à vide très efficaces. Tube à vide obtenu. Ensuite, le plastique. Oui, ça peut paraître bizarre de mettre le plastique en tant que matériau très important pour la fabrication d'un téléphone, mais il ne faut pas oublier que le plastique ne conduit pas l'électricité et est très facilement malléable. Mais fabriquer du plastique dans un monde de pierre n'est pas chose aisée. Et ce n'est pas Gen, un autre humain dépétrifié de l'époque moderne comme Senku, qui nous dira le contraire. Pour tout dire, c'est justement cette étape du schéma de Senku que je redoutais le plus. Est-ce qu'on va pouvoir fabriquer du plastique dans ce monde au moins ? C'est pas fait à partir de pétrole ou un truc dans le genre? Franchement, il a pas tort. Aujourd'hui, la méthode la plus commune pour fabriquer des plastiques, c'est encore d'utiliser des résidus de pétrole. Sauf quand on connaît la chimie. D'abord, on fait brûler du bois. On fait bouillir le liquide qui en sort, puis on le verse sur du cuivre bien chaud. Et grâce à toutes ces modifications, tada, du formol. Ah, ok. Maintenant, on a besoin d'une tonne de cendres de charbon. Cendre de charbon plus hydroxyde de sodium plus formol égale le premier plastique synthétique de l'histoire, qu'on appelle la bakélite. Ouais. Mais là encore, on a le même souci que d'habitude. Ces réactions sont certes possibles, mais assez peu plausibles. La bakélite est effectivement le premier plastique synthétique de l'histoire. Il a été obtenu à partir de formol et de dérivés de phénol. Le formol, lui, est présent dans la fumée du bois et peut être obtenu par les étapes que Senku décrit. Mais honnêtement, avec cette méthode, il faudrait brûler une forêt entière pour avoir assez de formol. Et de la même manière, il y a aussi des dérivés de phénol dans les huiles de goudron de bois obtenus en pyrolysant du charbon de bois, mais de là à obtenir les dérivés souhaités, bref, à mon avis, en mélangeant son charbon, son formol et sa soude, il va juste obtenir un truc complètement informe. On sera en tout cas loin du plastique pur. En plus, je vous avais dit tout à l'heure que c'était possible mais pas tout à fait plausible, et ça dans un manga, ça suffit. Alors, plastique obtenu. Bon, récapitulons. Senku et ses amis ont récupéré du fil, une batterie, un tube à vide et du plastique. Donc au final, ils ont toute la boîte pour pouvoir transformer le signal électrique en signal capté par les antennes. Mais il est où notre ballon de baudruche ? Je vais me servir de ces petits grains roses qui sont sur le couvercle. On les met dans l'eau bouillante et on ajoute des algues cuites. Et voilà! Tu es sûr que tu ne t'es pas trompé? Il est où ce micro au juste? Oui, et puis, c'est quoi exactement ces pierres qui brillent? On appelle ça du sel de Rochelle. Ça transforme le son en électricité. Il suffit de le fixer sur une paroi légère comme un mégaphone en plastique et pouf, on obtient un micro tout beau, tout neuf. Attendez quoi ? C'est tout ?
C'est quoi ce sel de Rochelle? Et c'est quoi cette expérience? Bon, qu'une seule option pour savoir si c'est vrai, essayez de refaire l'expérience. Senku utilise des cristaux trouvés dans un tonneau de vin. A priori, il s'agit de tartres formés quand le tonneau n'est pas bien stocké, et d'autant plus sur les tonneaux en bois. Il utilise aussi des algues, ça pour savoir quelle molécule il obtient c'est plus facile, on en avait parlé dans l'épisode numéro 1 sur Dr Stone. Les algues lui donnent donc de la soude. Pour cette expérience, nous aurons donc besoin de tartre, ou à défaut d'en trouver, de la crème de tartre, de soude et d'eau. On commence par dissoudre un peu de soude dans de l'eau. On ajoute ensuite de la crème de tartre jusqu'à ce que le mélange arrête de mousser, puis on continue à agiter jusqu'à ce que le mélange refroidisse. On filtre pour éliminer les quelques excès de soude, ensuite on laisse sécher lentement jusqu'à apparition de jolis cristaux. Bon, vu qu'au bout de 3 semaines, l'eau ne s'était toujours pas évaporée, j'ai décidé d'accélérer les choses en ajoutant de l'éthanol. Le sel de Rochelle étant très peu soluble dans l'alcool, le fait d'en ajouter devrait à minima le faire précipiter. On note d'abord l'apparition de 2 phases, puis 24 heures plus tard, apparaissent de magnifiques cristaux. On teste ensuite la piézoélectricité, c'est-à-dire qu'en les écrasant, ils devraient normalement pouvoir former de petits arcs électriques. Non, bien évidemment, ce n'était que du montage, on ne voit aucun arc se former. Alors, les cristaux sont-ils trop mouillés? S'agit-il de cristaux de soude et non pas de sel de Rochelle? Ou alors des cristaux d'un gloubi-boulga informe? L'avenir nous le dira. Et bien évidemment, je vous tiendrai informé. Bon, revenons au sel de Rochelle. Ils ont été découverts par un pharmacien rochelais du XVIIe siècle et initialement très utilisés pour réguler le pH. Du moins jusque dans les années 40, on découvre les propriétés piézoélectriques de ce cristal. En gros, en le faisant vibrer, le sel de Rochelle crée de l'électricité et en faisant passer un courant électrique, il se déforme. Il fut donc utilisé dès la fin des années 40 dans la pointe des gramophones pour transformer les vibrations de l'aiguille en signal électrique transporté jusqu'au haut-parleur. Le sel de Rochelle permet donc littéralement de transformer le son en électricité et inversement. Haut-parleur obtenu. On a fabriqué du plastique! Et on a notre fil conducteur. Le tube à vide est prêt, lui aussi. Et voilà notre micro! C'est la naissance du téléphone portable. Oh ouais! Ça y est, après 5 épisodes, ils ont enfin réussi à fabriquer un téléphone portable. Il reste plus qu'à en fabriquer un deuxième et à l'amener à un interlocuteur. Et ça tombe bien, ils ont justement quelqu'un à joindre. Non pas une, mais 2 personnes déjà postées chez Tsukasa depuis plusieurs années. Daiju, ça doit faire presque 1 an maintenant, non? À peu près. On attend ton feu vert, Zen! Ne crie pas si fort, quelqu'un pourrait nous entendre! Oh oui, désolé, je me suis laissé un peu emporter. Senku. Tout ça, c'est follement excitant. Et c'est la fin de la saison 1 de Dr Stone. Expliquer la science de Dr Stone dans la saison 1 en seulement 4 épisodes, c'était du sacré boulot. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce 4e épisode de la chimie dans Dr Stone. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, et bien évidemment, à pousser la vidéo et à vous enchaîner. À la prochaine!